Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite en ce mercredi 14 mai à la présentation de votre journal ce soir. Colin Ancel, bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, le débat est en cours à l'Assemblée nationale et nous aussi, on vous parle des projets de loi sur la fin de vie. Avec le délégué départemental de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité ADMD, Rémi Marchand est sur notre plateau. Le projet de loi avait été interrompu il y a un an avec la dissolution. Aujourd'hui, cela revient à l'ordre du jour. Et puis dans la suite, on vous parle d'une nouvelle fonction qui existe dans l'éducation nationale. Et oui, celle du responsable du bureau des entreprises en lycée professionnel. Le but, mieux accompagner les jeunes. Alors en quoi ça consiste? Eh bien la réponse dans la suite. Mais d'abord, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mercredi 14 mai avec au sommaire un nouveau coup dur pour l'industrie sartoise des sous-traitants de l'automobile. Et oui, à Mamers, l'usine West Injection, filiale du groupe Plastivaloir, va cesser son activité d'ici fin 2025. 94 salariés sont concernés. Le maire, lui, est consterné. Nous l'entendrons dans cette édition. L'UFC Que Choisir lance une campagne de sensibilisation pour plus de transparence sur le contenu des articles mis en vente dans les grandes surfaces. Et puis l'exposition Les chemins de désir de l'artiste Tian va ouvrir ses portes ce jeudi. Et le choix de la disposition du tableau, c'est toute une histoire. Vous le verrez à la fin de cette édition. Mais on commence ce journal avec un fait divers. Au Mans, une femme saute du 4e étage pour échapper à un incendie. La victime a été gravement blessée dans la chute. 5 autres personnes ont été intoxiquées par les fumées et sont considérées comme légèrement blessées. C'est le bilan de cet incendie qui s'est déclenché ce mercredi, peu avant 15 h, dans un appartement du 3e étage de cet immeuble situé au 63 rue de Saint-Aubin, au Mans. 45 sapeurs-pompiers et 22 véhicules ont été mobilisés sur place, ainsi qu'une dizaine de policiers. Avant leur arrivée, une femme qui s'accrochait à la balustrade du balcon d'un appartement du 4e étage de l'immeuble s'est jetée dans le vide. Un témoin qui a tenu à rester anonyme nous raconte la scène. Écoutez. J'ai vu une femme sur son balcon. Il y avait de la fumée qui sortait. Beaucoup de gens lui ont dit passer sur le balcon de la voisine. Elle n'a pas écouté, s'est retournée et elle a sauté. Ça fait toujours quelque chose de voir quelqu'un qui saute. Ça, je sais pas, le cœur, c'est bizarre quoi. C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Et puis la dame, elle écoutait pas, surtout on lui a crié dessus en lui disant les pompiers ils arrivent, mais elle n'a pas écouté. Je pense qu'elle ne devait pas être dans son état normal. La femme a été prise en charge par les services de secours. L'origine du départ du feu pour l'instant reste inconnue. Une enquête de police a été ouverte pour faire la lumière sur les causes de cet incendie. Un nouveau coup dur pour l'industrie sartoise des sous-traitants de l'automobile. Après Valeo à la Susse-sur-Sarthe et NTN à Allonne, à Mamers, l'usine West Injection, filiale du groupe Plastivaloir, va cesser son activité d'ici fin 2025. 94 salariés sont concernés par cette fermeture qui a été annoncée ce lundi. Une décision que la direction justifie par la crise dans le secteur de l'automobile. Le maire de la commune, Frédéric Bochef, est sous le choc. Le reportage d'Anthony Piton. À Mamers, l'annonce est tombée comme un coup près. L'usine West Injection, spécialisée dans la plasturgie pour l'automobile, va fermer ses portes d'ici fin 2025. 94 emplois sont menacés. On savait que l'entreprise était en difficulté, en chômage partiel depuis des années, mais sans avoir l'idée qu'elle puisse fermer comme ça, directement. Ça a été le choc pour tout le monde. Et évidemment, pour les salariés en premier, je suis solidaire de ces salariés qu'on connaît. Ce sont pour certains des amis, des voisins, des personnes que l'on côtoie. Et c'est un choc extrêmement violent, donc on sera à leur côté. La direction du groupe Plastivaloir évoque une baisse d'un quart de la production pour la plasturgie. Des négociations vont s'ouvrir avec les représentants du personnel. 18 postes pourraient être reclassés sur le site de Sablé-sur-Sarthe, également propriété du groupe. Pour les autres, des solutions individuelles seront étudiées. On va créer un comité de soutien pour les salariés, pour les accompagner, leur donner les bons conseils. Et puis aussi peut-être voir localement comment il peut y avoir des options de reconversion, reprise de commerce. J'ai déjà eu des pistes dans d'autres entreprises. Bref, on va être présent à leur côté. Puis après, on veut de l'emploi à Mamers. On veut pouvoir, je le disais, vivre et travailler ici. Et c'est donc un challenge pour pouvoir trouver une autre activité dans ce site qui est un site très attractif. La fermeture d'West Injection s'inscrit dans une série de restructurations pour Plastivaloir, qui a déjà fermé son site de Creucheval en Moselle en 2023. Le groupe, qui réalise 83% de son chiffre d'affaires dans l'automobile, subit de plein fouet les difficultés du secteur.
On veut des soins, pas l'euthanasie, c'est le slogan revendiqué par l'association Alliance Vita. Et ce lundi, ils étaient une cinquantaine allongés à même le sol, place de la République au Mans. Les militants protestent contre les deux propositions de loi débattues depuis le 12 mai à l'Assemblée nationale. L'une sur l'euthanasie et le suicide assisté ou l'aide à mourir, et l'autre sur les soins palliatifs. Geneviève Coste, porte-parole de l'association, dénonce le système de santé français au micro d'Elisa Cribier. Aujourd'hui, on a le sentiment que les Français, ils attendent du gouvernement de rétablir un système de santé qui vienne aider les concitoyens, et notamment dans leurs soucis de santé, et puis non aggraver justement leur situation en présentant une énième loi, et notamment celle-ci plus spécifique qui viendrait permettre l'euthanasie ou le suicide assisté. On vient répondre à ce problème de soins en proposant justement ce qu'ils appellent un ultime soin qui serait tuer. Et en fait, tuer n'est pas un soin. Et on continue de parler de ce sujet des soins palliatifs et de l'aide à mourir avec un autre point de vue, celui de l'association ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Rémi Marchand, le délégué départemental et l'administrateur national, est sur notre plateau. Bonsoir Rémi Marchand. Depuis ce lundi et jusqu'au 27 mai, donc l'étude de ces deux textes concernant la fin de vie sont à l'étude à l'Assemblée nationale. Pour rappel, ces deux textes étaient donc déjà en débat il y a un an et stoppés par la dissolution. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes là à la reprise de ce cheminement parlementaire à l'ADMD ? Enfin, on commence à reparler de nouveau, à rentrer sur les travaux parlementaires, les travaux sur l'aide active à mourir et sur les soins palliatifs, comme on a pu le voir dans la vidéo qui précédait. Aujourd'hui, on a envie que les débats continuent à être sereins, apaisés, sans être insultants envers qui que ce soit, et puissent construire une loi qui répond aux besoins et aux attentes de plus de 93% des Français qui attendent une loi de libre choix où on n'enlève absolument rien à personne. Pour synthétiser, donc, il y a deux projets de loi, un consensuel ou qui risque d'être adopté, qui concerne les soins palliatifs ou plutôt maintenant les soins d'accompagnement qui permettent donc à ces malades une meilleure prise en charge, vous m'arrêtez si je me trompe, et un deuxième plus clivant concernant l'autorisation d'injection d'une substance létale à un patient condamné à court ou moyen terme touché par une maladie grave. Vous espérez, vous, que ces deux textes soient votés, mais vous auriez préféré que ce ne soit qu'un seul et même texte, c'est une décision du Premier ministre. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? La question, il faut la poser à M. Bayrou, en effet. C'est sa décision. Pourquoi vous auriez préféré que ce ne soit qu'un seul texte ? Sur le fait qu'il faut une loi sur la fin de vie. Et on parle de sujets qui traitent de la fin de vie. Dissocier ces deux sujets, qui sont pourtant fondamentaux, où on parle de libre choix. Le libre choix, M. Grelier en parlait dans une vidéo qu'il a diffusée ce matin. Aujourd'hui, la Sarthe fait partie des 20 départements dépourvus d'équipes fixes de soins palliatifs. L'aide active à mourir, c'est également une demande faite par des personnes malades avec des souffrances irréversibles. Avoir une loi qui ne repose pas sur ces deux jambes, c'est embêtant. De la même manière que les débats sont débattus en même temps sur les mêmes semaines parlementaires, le 27 mai, nous allons également avoir un vote sur les soins palliatifs et sur l'aide active à mourir. Si ces votes ont lieu en même temps, si ces sujets reviennent toujours en même temps, c'est qu'il s'agit bien sûr d'un seul et même sujet. Aujourd'hui, on fait avec le contexte parlementaire les deux textes et nous, on se battra pour que les deux textes soient adoptés de façon à respecter les convictions de chacune et chacun. L'objectif, donc, c'est que ce cheminement parlementaire avance un petit peu, mais il y a déjà 2600 amendements qui ont été déposés. Qu'est-ce que vous attendez de cet épisode législatif ? On attend du bon sens de cet épisode législatif. On attend que finalement les personnes qui doivent fuir à l'étranger, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays voisins, n'aient plus à devoir fuir à l'étranger, n'aient plus à se dire finalement j'ai le choc d'apprendre une maladie, une souffrance ou un accident dont finalement la souffrance est irréversible, eh bien on n'a pas besoin d'aller s'organiser pour partir, dépenser plus de 10 000 € pour fuir à l'étranger, fermer la porte une dernière fois de chez soi, en disant c'est un ultime soin qui existe, je ne vais peut-être pas m'en saisir, par contre je sais qu'il existe. C'est comme l'IVG. Eh bien l'IVG, on sait qu'il existe, on ne s'en saisit pas tous. C'est quelque chose qui finalement nous dit qu'on a tous le droit de choisir. Mais on va tous mourir. Ça, j'espère que j'apprends à aucun des téléspectateurs de l'MTV ou à aucune des quelques dizaines de personnes qui étaient présentes lundi place de la République. On va tous mourir, mais pas dans les mêmes conditions. À aucun moment, des convictions religieuses, que ce soit celle du Premier ministre. Aujourd'hui, la question est de se poser si le Premier ministre ne fait pas passer ses convictions religieuses avant ses convictions ou son rôle de Premier ministre. Vous parlez du Premier ministre. Il y a eu aussi hier quelque chose d'assez important. C'est la prise de parole ce mardi sur TF1 du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est dit plutôt en faveur de ce projet de loi, notamment sur l'aide pour
de la fin de vie. Il évoque aussi un potentiel référendum si le texte est englué. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en pense qu'il faut que les débats soient calmes et apaisés, qu'il ne faut pas qu'une branche conservatrice aille saboter les débats. Je pense à un parlementaire qui a déposé 700 amendements. 700 amendements pour finalement des accents, des virgules ou reprendre des amendements qui sont déjà portés dans les sujets qui seront rejetés à chaque fois. Le but de ces stratégies, c'est de retarder les débats. Finalement, c'est pas ça que les Françaises et les Français attendent, quelle que soit leur position, quel que soit leur cheminement dans cette réflexion, qui n'est pas un cheminement avec une position d'être de gauche ou de droite, qui n'est pas une question de savoir... On a un sondage IFOP d'ailleurs à ce sujet-là qui a été demandé par la DMD, qui montre que en fonction de l'appartenance politique, malgré tout, les personnes sont plutôt favorables. Oui, tout à fait. Alors, les personnes, les beaucoup plus ou beaucoup trop à droite, sont largement parmi les électeurs favorables à une avancée législative. De la même manière que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ou de la même manière que l'a rappelé le président de la République hier soir. De la même manière que nos 5 parlementaires sartois sont en faveur du premier texte sur les soins palliatifs. Et d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, une réaction de Jean-Carl Grelier, le député de la 5e circonscription, sur ses réseaux sociaux. On vous propose d'écouter un extrait. Alors je ne voterai pas ce texte. Je ne le voterai pas, non pas que j'y sois opposé. Parmi les réflexions qui se sont fait jour pour moi depuis quelques mois que je travaille sur cette question, il y a notamment cette liberté qui doit être donnée à ceux qui veulent mourir. Regardons les choses en face, on ne choisit pas la vie, mais on peut choisir la date et le moment de sa mort. Et je pense que cette liberté-là est une liberté qui est, à mes yeux, fondamentale. En revanche, je continue de penser, et j'ai entendu très largement que la vocation des soignants, c'était de soigner. Ça n'est pas de donner la mort. La vocation des soignants, c'est plutôt la vie. Et il m'a semblé que la loi Claes-Leonetti, qui a été votée en 2016, dont les décrets d'application ont été mis en œuvre en 2018, qui n'est finalement entrée en vigueur que depuis peu de temps et qui n'a été que très peu mise en œuvre jusque-là, pouvait à elle seule suffire. Je précise que le député Jean-Carl Grelier détaille tout son point de vue et son argumentaire dans une vidéo de 8 minutes, vidéo que vous pouvez retrouver en intégralité sur sa page Facebook. Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des personnes qui puissent être opposées à ce projet de loi ? Je le comprends tout à fait. J'ai adressé d'ailleurs à Jean-Carl Grelier, juste après la diffusion de sa vidéo, un petit message en lui disant, encore une fois, ce nouveau droit n'enlèvera rien à personne. Moi-même, j'ai 32 ans. J'ai aucune idée, j'espère et je crois que je suis en bonne santé, j'ai aucune idée de savoir ce que je souhaiterais si demain j'apprends que j'ai une grave maladie. Si demain on m'apprend que j'ai une pathologie qui engagerait des souffrances irréversibles et que je ne pourrais pas apaiser, peut-être que j'aurais envie qu'on fasse tout pour me garder le plus longtemps possible en vie. Et bien si par contre, ça c'est ma volonté, je souhaite qu'à aucun moment, que ce soit mes proches, que ce soit des soignants, que ce soit la conviction religieuse de qui que ce soit, à aucun moment quelqu'un devra venir enfreindre ma volonté. De la même manière que si j'ai envie qu'on apaise mes souffrances, eh bien, j'ai envie qu'on apaise mes souffrances. Aujourd'hui, que ça devienne un droit personnel. Tout à fait. C'est vraiment la question de la dignité. On a tous notre conviction de la dignité, notre conception de la dignité. Il n'y a rien d'indigne sur la fin de vie. Eh bien, chacun interprète ce qu'il souhaite par rapport à son parcours, par rapport à ses convictions, par rapport à ce qu'il souhaite. Mais encore une fois, ce droit, c'est s'assurer qu'on puisse s'assurer que la volonté de tout le monde soit prise en compte. C'est-à-dire quelqu'un qui souhaite qu'on le garde le plus longtemps possible en vie, il faut qu'on respecte cette volonté. À aucun moment, il faut qu'on ait un flou comme on a encore aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup. À la fin des débats, donc le 27 mai, suivi du vote, vous organiserez, vous, une réunion publique le 7 juin qui est ouverte à tous et même à ceux qui ne partagent pas votre point de vue. C'était important de le préciser. Et je précise également qu'un débat sera organisé entre la DMD et Alliance Vita, l'association dont nous parlions tout à l'heure, sur Radio Alpa le jeudi 22 mai à 18h. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On reste dans le secteur hospitalier, Colin, mais pour de la prévention, dans le cadre de Mai Jaune, le pôle Santé Sud alerte sur le cancer de la vessie. Avec un stand pour informer sur ce cancer finalement méconnu. Chaque année, entre 20 et 30 000 Français souffrent de cette maladie. Elle touche majoritairement les hommes âgés de 70 ans, fumeurs ou ayant été victimes de maladies professionnelles. Le docteur Baron, urologue au pôle Santé Sud, nous rappelle les principaux symptômes de ce cancer au micro d'Elisa Cribier. Le but de ce stand, c'est de sensibiliser les gens. Si quelqu'un est tabagique et qui présente du sang dans les urines, il ne faut pas attendre et il faut venir consulter son urologue.
Parmi les patients qui sont diagnostiqués d'un cancer de vessie, 15% vont avoir un cancer qui est agressif et qui va nécessiter l'ablation de la vessie. C'est un cancer qui est peu connu du grand public et pour lequel il existe des moyens simples à identifier et à traiter. Et un cancer de vessie pris à temps, c'est un cancer de vessie qu'on pourra guérir facilement. L'UFC Que Choisir lance une campagne de sensibilisation. Une campagne nationale qui vise à lutter contre les substances nocives présentes dans les produits du quotidien. L'association des consommateurs souhaite plus de transparence sur le contenu des articles mis en vente dans les grandes surfaces. À l'origine du Nutri-Score, elle met désormais en place une application permettant d'informer les consommateurs sur le contenu des produits en magasin. Ce mercredi midi, l'antenne sartoise installait un stand place de la République devant une grande enseigne. Reportage d'Alexandre Ferrer. Attention, ceci n'est pas un exercice, mais une opération de sensibilisation de l'UFC Que Choisir. C'est une manière d'interpeller pour taper fort, un petit peu pour être remarqué en fait, pour que les choses changent aussi dans les habitudes. Les habitudes de consommation. L'association de consommateurs lance une campagne pour alerter sur la présence de substances nocives dans les articles alimentaires, cosmétiques et ménagers. Il faut protéger les consommateurs. C'est un problème de santé publique. Alimentation, c'est le diabète, c'est les allergies, les cosmétiques, c'est les allergies, les produits d'entretien, c'est les cancers, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc tout ça, c'est la santé des gens. Alors, pour informer, elle met au point une application permettant de se renseigner sur la composition des produits. Donc, je clique. Voilà, l'application s'ouvre. Je scanne. Alors, je vais choisir un produit, par exemple Dove. Dove, c'est un produit que les gens achètent couramment. Donc là, j'ai un code barre. Hop. Alors là, exceptionnellement pour aujourd'hui, on a mis une alerte. Les gens ne l'auront pas après. Mais ça veut dire, attention quoi, ce produit contient des substances indésirables. L'outil numérique prend en compte les avis scientifiques du Comité pour la sécurité des consommateurs ou encore l'ANSES. Chaque article non répertorié peut être ajouté par les utilisateurs. Nouveaux produits non détectés, à ce moment-là, on fait une photo. On fait une photo du code barre, une photo du produit, on l'envoie. Là, c'est vérifié par des experts et à partir du moment où c'est vérifié, on recherche aussi la liste des ingrédients, etc. et il rentre dans la base. Un outil supplémentaire au Nutri-Score. Cette notation pas encore assez étendue selon l'UFC Que Choisir. Seuls 40% des aliments contiennent cet étiquetage. Pour l'heure, près de 700 000 personnes ont opté pour cette application. J'arrive. Autre sujet, direction maintenant les coulisses de la nouvelle exposition de l'artiste Tian. Ce jeudi, lors du vernissage, les premiers visiteurs découvriront l'exposition Les Chemins de Désir et disposer les tableaux à l'intérieur des 80 mètres carrés de la galerie Mixta Mediart du Mans. Eh bien, c'est toute une réflexion. Reportage d'Elisa Cribier. Celle-ci, je vais la mettre là. Encore quelques tableaux à accrocher et tout sera prêt. Depuis ce matin, la galerie s'active pour préparer le lieu. Difficile pour l'artiste Tian d'avoir le recul pour choisir la disposition de ses œuvres. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, accrocher mes toiles. J'aime bien les faire, mais les accrocher. Donc j'aime bien, là, ce matin, typiquement, j'ai un peu écouté l'avis des gens de la galerie, parce que sinon, j'aurais pas accroché comme ça, et je trouve ça mieux, en fait. Parce qu'exposer les tableaux d'un artiste, ça s'organise, il faut réfléchir aux dispositions des œuvres pour garder un maximum l'attention du public. Et pour cela, Marie-Laure Mallet-Melchior a trouvé l'astuce de la cloison amovible. Les gens, quand ils rentrent et quand il n'y a pas de cloison, par exemple, là, amovible, eh bien, ils appréhendent l'exposition dans son ensemble du premier coup d'œil et en fait, ils n'ont pas le temps de se poser. Les cloisons donnent aussi un sens de parcours à la visite. Sur les murs, les tableaux ne sont pas disposés aléatoirement. Ils fonctionnent par binôme, comme les a réalisés Tian. La même façon de travailler, vous voyez, le fondu, le beige, le côté un peu brouillard, avec la typographie. Donc il y a vraiment une ambiance à chaque fois qui se retrouve de deux en deux. Au total, presque 30 œuvres sont exposées. Elles sont à retrouver du 16 mai au 1er juin à la galerie Mixta Mediart. En attendant de pouvoir accrocher les derniers cadres, Tian et Marie-Laure commencent déjà à contempler leur travail. Page sport maintenant, Noah Penda, élu meilleur jeune de la Betclic Elite. Et oui, pour sa première saison à ce niveau-là, l'ancien joueur de Vichy, arrivé cet été, récupère une distinction individuelle. Il succède tout de même à Zachary Rizaché et Victor Wembanyama, tous deux premiers choix de la draft NBA l'année suivante. C'est évidemment tout le mal qu'on souhaite à l'ailier de 20 ans du MSB, qui tentera lui aussi sa chance à la draft cette année. Vous avez vu tous ses coéquipiers célébrer avec lui.
Vous le savez, ce dimanche sur LMTV Sarthe, on regarde les 24 heures en s'amusant. Et oui, un jeu présenté par Bruno Vandestick pour tester vos connaissances sur les 24 heures et remporter des cadeaux. Ils seront 4 candidats à prétendre à des places pour la course mythique. Et chaque jour de la semaine, on a décidé de vous présenter un de ces candidats. Aujourd'hui, c'est le représentant du Maine Libre, Kevin Paris, un grand passionné de sport mécanique et en tant que manceau de naissance, forcément des 24 heures du Mans. Et donc, il a assisté à toutes les éditions depuis ses 8 ans. Alors, tenter de remporter une place avec ce jeu, ça a son importance pour lui. Écoutez. Aller justement aux 24 heures, être supporter et participer en fait à toute l'effervescence qu'il y a autour de cet événement, c'est toujours gratifiant. Le but c'est pas de participer, c'est de gagner comme on dit. Hein. Donc voilà, je suis avec Sylvain, avec une personne qui a participé, un ancien pilote, et j'espère aller très loin avec lui. Je suis honoré de l'avoir rencontré, de pouvoir participer avec lui. C'est quand même un puits d'histoire aussi cette personne. Première diffusion donc ce dimanche à 18h35. Il y a aussi des cadeaux pour les téléspectateurs. Alors tentez votre chance ce dimanche. C'est la fin d'Au Quotidien. Colin Ancel reçoit dans quelques instants Manuel Dubié. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la fonction de responsable du bureau des entreprises dans un lycée professionnel. Il en parlera avec notre invité en deuxième partie. Après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine. Et j'espère que vous avez passé une très bonne journée en ce milieu de semaine. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins, avec toujours cet anticyclone qui continue de nous protéger en rejetant les perturbations en dehors du territoire. Alors pour votre soirée, des conditions météo, vous le voyez, plutôt agréables, des températures qui resteront encore très douces, comprises entre 16 et 17 degrés, comptez 16 degrés au Mans pour Laval ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, idem pour Saint-Calais ou encore à Vendôme, 17 degrés pour la Flèche, à Angers ou encore du côté de Blois. Pour la journée de jeudi, au lever du jour, le soleil devrait briller assez facilement, vous le voyez sans l'ombre d'un nuage. Les températures minimales, elles, comprises entre 10 et 11 degrés, comptez 10 degrés au Mans pour la Chapelle-aux-Choux ou encore pour Saint-Calais, idem du côté de Vendôme, Blois ainsi que pour Angers, 11 degrés pour Laval, pour Sablé-sur-Sarthe, pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, on va continuer de profiter de conditions météo plutôt estivale avec toujours ce franc soleil. Les températures quant elles évoluent entre 21 et 25 degrés avec 21 degrés du côté de Sillium, 22 pour Alençon ou encore pour Laval, 23 degrés à Mamers, au Mans ou encore du côté de la Ferté-Bernard, 24 degrés à Montval-sur-Loire, 1 degré de plus pour la Flèche. On sera bel et bien au-dessus des normales de saison. Pour la journée de vendredi, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours une ambiance plutôt estivale, des températures maximales comprises entre 22 et 23 degrés. Et pour la journée de samedi, peu d'évolution avec toujours un temps qui sera propice aux activités en extérieur. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire RPI de la Loire. Et l'indice prévisionnel est moyen, comme c'était le cas tous ces jours précédents. Le polluant majoritaire en ce moment est l'ozone en provenance de la mer du Nord. Allez, on va parler avec notre invité maintenant. Nous sommes avec Manuel Dubié. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc votre fonction qui est plutôt nouvelle, celle de responsable du bureau des entreprises au lycée professionnel donc du Maréchal Leclerc de Haute-Cloque à Montval-sur-Loire. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ce métier, en quoi ça consiste? En bref, c'est un nouveau métier qui a été créé par l'Éducation nationale et le gouvernement il y a à peu près 1 an et demi. Et le but est de créer une relation plus approfondie et plus sympathique entre les entreprises, les collectivités locales et les lycées. Et donc ça doit aussi, je présume, servir aux jeunes, donc tisser du lien avec eux? Oui, l'idée c'est vraiment de leur montrer, de leur donner une entrée un peu plus simple dans le monde professionnel, de les guider à leur présentation, de leur expliquer ce qui les attend et de les aider surtout dans la recherche de stage. Parce que c'est une complication, surtout que, on prend l'exemple à Montval, on a le problème de mobilité, de jeunes qui ont énormément de mal à trouver des stages.
et on essaie de les aider à les trouver et à se présenter, à faire quelque chose de bien. Et justement, comment est-ce que vous les accompagnez concrètement? En quoi vous leur apportez de l'aide? Alors déjà, je leur explique un petit peu mon parcours, qui est vraiment comme le leur en soi. Je suis à la base un jeune des lycées pro à qui on a pu dire à une époque « t'es moins bon, tu vas en lycée pro ». L'idée a complètement changé. Aujourd'hui, tu vas en lycée pro, c'est fait pour progresser et puis montrer qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien. Dans mon cas, j'ai eu une entreprise pendant 25 ans, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 24 ans. J'ai fait plein de petites choses, je suis toujours conseiller en gestion dans une entreprise, un groupe qui s'appelle le CERF France. Et j'ai voulu amener aux jeunes cette image aussi de ce que je suis devenu pour leur montrer qu'ils sont quelqu'un, qu'ils vont devenir quelqu'un de très bien. Justement, vous le disiez, vous avez une expérience de 25 ans avec votre propre entreprise. Oui. Là, vous avez décidé d'arrêter cette activité et de garder uniquement cet emploi. Pourquoi? J'avais fait le tour. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce nouvel emploi? Ce qui me plaît, c'est la relation avec les jeunes et puis quand même cette envie au fond de leur donner envie de croire en eux et le côté professionnel, vraiment d'y aller. Il y a une demande colossale au niveau côté pro dans certains domaines, même du côté de Montval où je connais bien, où on a peu de main-d'œuvre très qualifiée et on peut les qualifier, on peut leur donner une capacité et des fois dans des situations complexes, on peut leur amener une possibilité d'avenir. Et ça leur permet aussi de s'identifier donc à ce qui se fait en termes de travail professionnel. C'est ça, on a un côté industrie, on a du service, et puis on a aussi bien sûr toute la Sarthe, et bien plus que ça. Mais l'idée c'est ça, quoi, c'est de pouvoir leur montrer la possibilité d'accéder à ces emplois-là en faisant des efforts dans leur domaine et leur donner surtout envie. Alors ça fait 1 an et demi, 2 ans donc, que ça a été créé. Est-ce que vous observez déjà des résultats satisfaisants? Oui, alors déjà, au lieu d'avoir, alors après c'est des chiffres un petit peu, mais au lieu d'avoir à peu près 80% de jeunes qui trouvent des stages déjà, on est plus près des 95-100%. Ce qui est bien. Ce qui est très bien, donc un peu plus de motivation, moins de décrochage aussi dans le côté pro. Ça aide les profs. Ça aide le directeur délégué à la formation qui déjà faisait une petite partie de ça mais qui ne peut pas tout faire. Et puis ça aide l'ensemble du lycée. Et puis ça amène une petite motivation complémentaire. Et puis bon, on est un petit peu différent. On n'est pas encore dans le moule de l'éducation nationale. On a beaucoup à apprendre. Et ça permet d'amener des nouveautés, de la nouveauté, de l'envie. Il y a un sujet important aussi sur le fait que vous soyez là, c'est de trouver des fonds pour le bien-être des jeunes avec une taxe professionnelle. Comment est-ce qu'il est possible de l'optimiser? Alors en bref, la taxe professionnelle, c'est l'une des rares où les professionnels peuvent choisir à qui ils vont la donner. Soit ils font tout simplement, ils disent à leur organisme comptable, on le donne directement, genre à la caisse des dépôts et consignations. Soit ils peuvent le donner directement à un organisme de formation agréé pour ça, et en versant sa taxe et en la signalant directement. On a des codes, par exemple au lycée Maréchal Leclerc, vous pouvez la donner directement au lycée et nous, ça permet d'améliorer le bien-être des jeunes, soit par du matériel, soit par des choses aussi, des sorties, etc. Et puis il y a un autre point aussi qui était important à vos yeux, c'était, vous l'avez dit tout à l'heure, de montrer que le lycée professionnel n'est pas l'antichambre, n'est pas une voie de garage pour les lycées Complètement. généraux. C'est encore l'idée, mais il faut vraiment y croire, il faut qu'ils y croient très fort, c'est vraiment des perspectives. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. On fait le point sur les invités ce jeudi parce que nous recevons un invité exceptionnel, Sébastien Marcet, skipper foussier du Vendée Globe. Il était ce week-end à la cérémonie de clôture de cet événement mondial. Il a parcouru les océans. Il sera sur notre plateau ce jeudi. Et puis dans la suite, on parlera de la plateforme J'aide un proche avec Marie-Thérèse Leroux, vice-présidente du conseil départemental. Dans quelques instants sur LMTV Sarthe, c'est l'infiltré du dimanche avec Lilian Brault et Samuel Morand. Nous, on se retrouve dans Au quotidien ce jeudi en direct pour une nouvelle édition. Et d'ici là, passez de bons moments sur LMTV. Salut.